Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont ici réunis sur le parquet de la Caisse de dépôt, qu'on remercie pour l'accueil chaleureux ce matin. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent à distance, que ce soit sur vos lieux de travail ou en télétravail. Ici Pierre-Olivier Zappa, je suis chef d'antenne pour le groupe TVA. Je suis animateur également à LCN et porte-parole de la dictée PGL de la francophonie pour cette 3e édition, celle qui nous réunit tous ce matin. Permettez-moi de commencer en saluant la mémoire du 18e premier ministre du Canada qui nous a quittés hier, Brian Mulroney, qui non seulement a été un très grand chef d'État, mais qui a aussi été un ami de la francophonie. On lui doit notamment l'organisation du premier sommet de la francophonie. C'est sous son gouvernement, dans les années 80, 1988, si ma mémoire est bonne, qui a eu la première grande modernisation de la langue, de la loi sur les langues officielles. Alors, M. Mulroney était un ami de la francophonie. Il a toujours travaillé pour la promotion de la langue et la défense de ceux qui parlent le français au Canada. Saluons sa mémoire et offrons nos condoléances à ses proches et à sa famille. Maintenant, ce qui nous réunit tous ici ce matin, c'est la 3e édition de la dictée PGL de la francophonie. Et cette année, bien honnêtement, on a dépassé les objectifs qui étaient fixés. On a plus de 70 entreprises participantes, plus de 2000 personnes qui nous regardent en direct et qui vont faire cette dictée en entreprise. C'est une occasion exceptionnelle de s'intéresser à la valorisation et à la maîtrise du français dans nos milieux de travail. C'est aussi l'occasion, d'une façon ludique, de se frotter entre collègues et de voir qui sera le grand champion au sein de vos entreprises. Qui plus est, avant de démarrer l'exercice, avant de se prêter à la dictée, on aura l'occasion d'avoir un panel, un moment de réflexion d'environ une quarantaine de minutes sur un thème qui est brûlant d'actualité et qui est celui de l'intelligence artificielle et de la protection du français. Avant de céder la parole au prochain intervenant, je veux vous raconter une anecdote ce matin. J'accompagnais mon fils à l'école, il est en 2e année, et les vendredis, ce sont des jours de dictée. Alors, et ce matin, on se rappelait des mots de vocabulaire qui étaient à l'ordre du jour, une dizaine de mots. Et puis, je lui ai dit, tu sais, Florent, papa s'en va lire une dictée tout à l'heure à des adultes. Alors, je lui ai dit, tu sais que quand tu vas être grand, tu vas pouvoir continuer à faire des dictées. Et comme la dictée, pour lui, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu anxiogène, ce n'est pas quelque chose de très ludique, il m'a dit, vraiment, quand on est adulte, on continue de faire des dictées? Je dis, oui. Je dis, il y a même des adultes qui s'inscrivent pour faire la dictée. Il y a même des entreprises qui payent, qui font des dons pour inscrire leurs employés à la dictée, et ces gens-là aiment ça. Alors, je pense que ça va lui trotter dans la tête toute la journée que j'aurai à lui expliquer plus amplement l'objectif de l'exercice d'aujourd'hui. Bref, je vais céder la parole d'emblée au président du conseil d'administration de la Fondation PGL, François Gérin-Lajoie. Merci Pierre-Olivier. À mon tour aussi de faire saluer peut-être Brian Mulroney. Le premier ministre était aussi un ami évidemment de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Il était intervenu à quelques occasions à titre de président du conseil d'administration de Québécois pour justement nous aider à financer la dictée PGL. Alors, je voulais vous le mentionner d'entrée de jeu. Alors, chers invités, amis de la Fondation, Mme Alnéus, conseillère à la Ville de Montréal, élue dans l'arrondissement Rosemont, la Petite Patrie. C'est une joie et une fierté immense de vous retrouver en présentiel ici au parquet de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et en virtuel pour cette cause qui nous tient à cœur, soit la valorisation de la langue française ici au Canada. Cette langue si riche et polyvalente qui nous sert de distinction identitaire et culturelle au quotidien, à la maison et dans nos milieux de travail. Ce 1er mars marque le début des célébrations du mois de la francophonie. L'édition 2024 de la dictée PGL de la francophonie se dénote par une participation record de plus de 70 entreprises et plus de 2000 participants. Évidemment, le vocabulaire de l'intelligence artificielle a certes popularisé l'activité et un grand merci au HEC et à l'OQLF pour la mise en bouche sur le web, j'espère que tout le monde a pratiqué sur le web, suite au soutien du ministère de la langue française. Nous sommes très fiers de cette participation cette année. Un petit retour à l'origine de la dictée PGL. Vous vous souvenez sans doute de la très belle histoire de Pascal Lefrançois, cette jeune ado québécoise championne d'orthographe de la dictée pivot à 16 ans. Eh bien, c'est elle qui a inspiré PGL et moi, un soir de scotch, comme dirait la chanteuse Luce Dufault.
Le surlendemain, on se retrouvait dans le bureau du ministre de l'Éducation de l'époque, Michel Pagé, avec un mandat en poche et une aide financière de 50 000 $. 3 mois plus tard, plus de 300 écoles dans plus de 10 commissions scolaires étaient inscrites. Voilà. Maintenant, après bientôt 33 éditions de la dictée PGL menées dans l'espace francophone, imaginez, c'est plus de 8 millions de jeunes élèves qui ont participé à l'activité ici et ailleurs. Parlons le langage de la Caisse. Ces jeunes actionnaires pégilistes, comme on les appelle, et leurs parents ont amassé plus de 30 millions de $ en faveur de l'éducation de qualité pour toutes et pour tous. Par l'entremise de qui? De nos actionnaires privilégiés. Qui sont-ils et qui sont-elles? Les enseignantes et les enseignants du Québec et du Canada. Cela représente des millions et des millions d'heures de bénévolat. Quand on se demande des fois si nos enseignants sont engagés, là, vous en avez une preuve. On a su par la suite, évidemment, multiplier ces 30 millions par 15 auprès de nos partenaires techniques et financiers internationaux afin de porter notre combat de l'éducation de qualité auprès des populations nécessiteuses du continent africain et Haïti. Je suis très touché par le succès de cette nouvelle dictée PGL de la francophonie et je ne peux m'empêcher de faire un parallèle dans cette enceinte entre l'équipe du Tonnerre des années 60, celle qui a bâti le Québec Inc., dont faisaient partie les Jacques Parizeau et Paul Gérin-Lajoie, et l'équipe du Tonnerre, de mes collègues et de nos grands partenaires qui ont construit de toutes pièces l'événement d'aujourd'hui. Je vous rappelle en terminant que 50 % des fonds amassés aujourd'hui iront à des projets dans les écoles en milieu défavorisé au Canada. Mais rappelez-vous que si nous sommes dans la durée, c'est que nos activités de la dictée PGL se dessinent autour de programmes humanitaires et solidaires. Merci à vous tous. Pierre-Olivier, je te cède le micro. Merci, François. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va prendre place pour ce panel d'une quarantaine de minutes et je vais vous présenter les gens qui vont m'accompagner pour cette discussion autour du thème de la langue et de l'intelligence artificielle. D'abord, j'inviterai Nicolas Trudel, qui est directeur des communications à l'Office québécois de la langue française, Annie Castonguay, qui est première vice-présidente communication et chef de la marque pour la Caisse de dépôt et placement du Québec, Federico Pazin, qui est directeur de HEC Montréal, André Dorsenance, cofondateur, président du conseil et chef de la direction chez Druide Informatique, et Carl Blackburn, qui est président et chef de la direction du conseil du patronat du Québec. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette discussion sur, je le disais, un thème qui est très contemporain, d'actualité, qui préoccupe les gens. En quoi l'intelligence artificielle représente-t-elle un défi, des opportunités, des menaces également à l'égard de l'usage du français, notamment comme langue d'usage au sein de nos entreprises et de nos organisations? À tour de rôle, peut-être en commençant par M. Blackburn, parlez-nous de peut-être des principaux défis en 2024 auxquels on fait face pour s'assurer que le français demeure une langue d'usage valorisée au sein des organisations au Québec. Bien, on le voit bien là, avec la mondialisation, la capacité que nous avons de rejoindre un peu tout le monde à un même moment, que la langue française est bien évidemment, des fois, dans certains cas, mis à rude épreuve. Mais dans les organisations, la meilleure façon de la prioriser, de s'en faire un porte-étendard, c'est de s'assurer d'une part qu'on puisse avoir les politiques internes qui font justement référence à l'utilisation dans nos milieux de travail. C'est d'avoir les meilleurs outils à la fine pointe de technologie pour s'assurer que nos employés puissent avoir accès à ces outils pour valoriser l'utilisation de la langue française. Et bien évidemment, avoir aussi la capacité d'avoir des outils de révision linguistique. Parce que bien évidemment, l'excellence nous guette, nous guide, et d'avoir accès à ces quelques outils pour les organisations, ça peut permettre justement de maintenir cette bonne utilisation de l'utilisation du français dans nos milieux de travail. Madame Castonguay? Bien, comme le disait Carl, on a besoin d'avoir la base. Alors, de quoi on a besoin? Alors ici, on a ce qu'on appelle le lexicaise, qui est ce lexique des termes financiers que nos employés utilisent à tous les jours, qu'on met en valeur, un guide de rédaction qui couvre les anglicismes. Mais on a une conviction très forte. Moi, je suis membre du comité linguistique ici à la Caisse et on veut que le français, ça soit quelque chose aussi de ludique. Alors, comme un peu la dictée aujourd'hui qui réunit plein de mes collègues que je salue d'ailleurs. Ils ont de la pression. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de pression, effectivement.
Mais donc, que ça soit quelque chose qui soit agréable. Alors, on est tous fans de jeux questionnaires qu'on fait régulièrement ici à l'intérieur de la Caisse, mais on va aussi faire des suggestions littéraires. Parce que le français, ça peut être un outil de travail, mais ça peut être aussi un outil qu'on approche d'une autre façon. Alors, à travers des auteurs québécois, des suggestions de musique, il faut qu'on voit le français dans toute son ampleur parce que c'est un peu comme ça qu'on se raconte le monde. On se raconte le monde financier ici, à la Caisse de dépôt. Puis, on est un lieu important de la finance francophone dans le monde. Alors, combiner à la fois les outils, l'encadrement, mais aussi toute la beauté puis tout le rêve que le français peut nous amener. Voilà qui est inspirant, M. Pazine. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le français, ça doit être quelque chose... Est-ce que vous me permettez de, peut-être le micro, le rapprocher légèrement? À moins, est-ce que le micro est actif? Allez-y. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Je pense qu'on va juste vérifier le micro de M. Pazine. Ah, tiens, on va vous donner un petit micro. Pendant ce temps-là... Et voilà. Là, le son ça fut. se passe. Allez, Parfait, allez-y. le son Allez-y. fut. Écoutez, moi, j'ai la perspective des jeunes. Oui. Le français, ça doit être stimulant, excitant. Puis, je regarde les dernières années, le dynamisme, l'arrivée de nouveaux mots, des mots qu'on aime prononcer. Je pense à divulgacher. Oui. Je pense à licorne, à jeune pousse. Et moi, ça me donne espoir pour l'avenir. Ça ne doit pas être statique. Au contraire, ça doit être quelque chose de stimulant, vivant. Puis je pense qu'on a bien réussi au cours des dernières années. Puis c'est très positif pour l'avenir. S'il y a quelqu'un qui sait que la langue, c'est quelque chose de vivant et qu'elle s'adapte, c'est vous, M. Dorsonance, avec le logiciel Antidote qu'on utilise tous, et Feu Tape-Touche, ou du moins, je ne sais pas si Tape-Touche... Pas Feu Tape-Touche. Tape-Touche existe Tape-Touche toujours. se porte bien. Formidable. Tape-Touche se porte très bien. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici. Merci à la Fondation Paul Gérin-Lajoie, aussi l'instigatrice du projet. Merci à la Caisse de dépôt pour votre accueil, pour votre soutien. Et puis, j'aurais le goût aussi de remercier Québécois. Je présume qu'on doit à la complicité de Québécois votre présence puis de vous avoir avec nous. Pierre-Olivier, un gros merci. Écoutez, moi, je vais tout de suite tuer le suspense. Là. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle est une menace à la langue française. Je suis de ceux qui pensent que c'est une bénédiction. Et je le vois depuis plusieurs années. Non, je ne suis pas informaticien, je suis avocat. Ce n'est pas mon seul défaut. Mais j'ai la chance d'être associé à 2 informaticiens et nous avons fondé Druide Informatique pour créer le logiciel Antidote. Pour ceux qui ne connaissent pas, Antidote, c'est un correcteur grammatical avancé, de riches dictionnaires sophistiqués, des guides linguistiques détaillés, tous intelligemment interreliés et intégrés dans vos logiciels de rédaction préférés. Il y a aussi un dictionnaire de rimes, ce que ça paraît. Je l'utilise souvent. Mais ce que j'ai vu, c'est, premièrement, Antidote, ça fonctionne depuis les débuts avec l'intelligence artificielle. D'abord avec l'intelligence artificielle symbolique, qu'on avait en 93, quand on a commencé. Ensuite, l'intelligence artificielle statistique. Et beaucoup plus récemment, ce dont on parle tous depuis une année, l'intelligence artificielle générative. Et l'intelligence artificielle générative nous a permis d'aider des gens qu'on n'aurait jamais été capable d'aider auparavant. Je veux dire, c'est miraculeux. Le 5 décembre dernier, nous avons été capables d'introduire dans Antidote un nouveau moteur de reformulation qui est entièrement basé sur l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que ça fait, un moteur de reformulation? Ça régénère vos phrases, ça le fait en modifiant votre vocabulaire et votre syntaxe, mais ça le fait également en respectant vos idées et votre style. Et j'ai apporté un exemple pour vous montrer l'étendue du miracle en question. Donc, laissez-moi vous lire ça. Alors, écoutez, c'est un exemple réel. La phrase d'origine est la suivante. Dans mes erreurs les plus pires, si je pourrais changer quelque chose, K-E-K, à une, je le ferais. Je répète pour que vous puissiez suivre, c'est pas long quand même. Dans mes erreurs les plus pires, si je pourrais changer quelque chose à une, je le ferais. Reformulation d'Antidote, si j'avais la possibilité de corriger une des plus grosses erreurs que j'ai commises, je le ferais. Respect de votre idée et également respect de votre style. Et ça, Pierre-Olivier, si vous m'aviez dit il y a 2 ans qu'on serait capable de faire ça en 2024, je vous aurais dit 2034.
C'est merveilleux. C'est signe de la rapidité de l'adoption et de la forte pénétration de ces technologies-là. Monsieur Trudel, on parle de défis pour le maintien du français comme langue d'usage. À l'OQLF, vous êtes bien placé pour les voir venir, ces défis-là. Oui, exactement. Il y a un principal défi, un contexte externe dont M. Blackburn l'a abordé tout à l'heure. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans les modèles d'affaires, dans les milieux de travail, internationalisation des marchés, par exemple, des commerces qui font affaire exclusivement en ligne, rareté de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est des facteurs, des phénomènes qui peuvent influencer la place du français, place de l'anglais aussi, évidemment. Un autre défi du point de vue gouvernemental, évidemment, je vais parler des entreprises qui doivent s'assurer de connaître leurs obligations en matière de droits linguistiques, respect des droits, des obligations linguistiques, pardon, le respect des droits des travailleurs et travailleuses de pouvoir travailler en français. Et bonne nouvelle, l'Office est là pour accompagner les entreprises dans leur démarche de francisation. On contribue à la francisation des milieux de travail aussi par la production d'outils, de services linguistiques, de production de terminologie en français pour des domaines clés en émergence dont on pourra discuter tout à l'heure, dont fait partie l'intelligence artificielle, évidemment. Des services d'accompagnement aussi pour les entreprises de moins de 50 employés. Donc, c'est un des défis, mais l'Office est là pour accompagner les entreprises dans leur démarche de francisation pour franciser l'ensemble de leurs activités. Service à la clientèle, mais aussi milieu de travail pour les employés. Évidemment, une des technologies de l'intelligence artificielle qui est la plus accessible à l'heure actuelle pour le public, ce sont les robots conversationnels. Puis je serais curieux, pour alimenter la discussion, en levant la main ici, qui utilise au quotidien ou sporadiquement des outils comme ChatGPT, des robots conversationnels, que ce soit au travail. Ah bien, il y a quand même, je dirais, plus du tiers des gens qui lèvent la main. Et on ne se fera pas de cachette. Ça peut induire une certaine paresse intellectuelle ou du moins, ça fait le travail pour nous. Et dans ce contexte-là, comment s'assurer que le français soit valorisé, soit protégé et demeure très vivant au sein de nos organisations, alors que l'intelligence artificielle fait son entrée au sein des organisations? Madame Castonguay, là-dessus? Bien, je pense que pour moi, c'est une opportunité extraordinaire pour Montréal et pour le Québec, parce qu'à Montréal, on a la chance d'être un pôle mondial d'intelligence artificielle. Donc, on a à la fois une main sur la technique, mais je pense que le défi, c'est celui de la découvrabilité. Parce qu'au début, au milieu, à la fin de la journée, l'intelligence artificielle, ça reste une machine. Alors, de quoi on la nourrit, cette machine-là? Comment on s'assure que les métadonnées, que les algorithmes ont rencontré le français, ont rencontré nos contenus culturels, y ont accès? Le français, selon les sources qu'on regarde, est entre la 4e et la 6e langue sur Internet. Mais cette façon-là de présenter les choses est peut-être pas représentative de la réalité, dans la mesure où les langues qui sont en premier ont une beaucoup plus grosse proportion du gâteau que le français. Il faut travailler ensemble sur ce que le filtre va retenir, parce que sinon, le filtre peut reproduire certains biais. Puis on l'a vu là, dans les débuts de la traduction de Google, où Google traduisait avec un biais sexiste en français, nurse par infirmière et doctor par docteur, et non pas docteur. Alors, il faut aider le filtre à comprendre les bonnes choses. Et le Québec a une approche de promotion de contenu depuis 1996. À l'université, j'avais fait un travail sur la première politique Internet du gouvernement du Québec. Puis, l'approche était une approche de promotion. Et je pense qu'on doit encore, en plus de l'encadrement, travailler ensemble là-dessus. Nous, la Caisse particulièrement sur les thèmes financiers, le vocabulaire financier, qui est presque poétique, là. Je vous ai apporté une surprise qui est ici. Au 40e anniversaire de la Charte, on avait fait une publicité dans Le Devoir qui voulait célébrer la beauté du langage financier en français. Alors, coût de portage, créances prioritaires, taux d'actualisation, univers de placement. Pensez-y 2 secondes. Un univers de placement, il me semble que ça ouvre toutes sortes de portes que le même terme dans une autre langue n'aurait pas fait. Alors, pour moi, il faut traduire toute cette langue-là, puis le Conseil de l'innovation en parlait d'ailleurs dans son rapport qui est sorti en janvier. L'innovateur en chef a dirigé des consultations, rencontré plus de 250 groupes, puis disait les modèles statistiques actuellement sont construits à partir de trop peu de données en français, de trop peu de données québécoises.
Et on pourrait s'inspirer de la Suède à cet égard parce qu'ils ont conçu une banque de données culturelles nationale de très haute qualité. Il y a le CRIFUC à l'Université de Sherbrooke qui commence à travailler sur cette banque de données-là, linguistique, qui fait un travail formidable. Mais je pense que nous tous, puis je regarde mes collègues des entreprises aussi, on a une responsabilité, nous, du côté financier. Donc, promouvoir la langue, faire du bon référencement sur nos contenus, mettre en valeur des contenus de qualité. Comme ça, quand l'IA générative nous génère quelque chose, elle a les bons repères. Elle a les bons repères. M. Pazin, là-dessus? Je suis entièrement d'accord parce que je regarde, nous, nos étudiants, on a ces lexiques-là en comptabilité ou dans toutes sortes de domaines. Puis aujourd'hui, il faut bien réaliser que les poussées scientifiques, l'intelligence artificielle, bien, c'est une vague qui nous arrive en anglais. Mais quand on maîtrise la terminologie en anglais et qu'on la connaît aussi en français, quel avantage, quelle ouverture, quelle porte qu'on ouvre sur le monde. Puis le danger, puis vous l'avez bien identifié, ce sont les données, parce que l'intelligence artificielle, c'est basé sur des données. Si on ne fournit pas des données en français, ça va être très difficile pour les moteurs de traduction de faire les bons liens. Et on doit aussi avoir des éléments en français qui vont aller de l'avant, parce qu'à Montréal, au Québec, au Canada, on a des domaines d'expertise. Puis c'est là qu'on peut imposer aussi notre vocabulaire. On regarde aujourd'hui, plusieurs termes en cuisine sont des termes francophones. On peut penser que dans le domaine de l'intelligence artificielle, on pourrait avoir cet impact-là. Il faut être fier de notre langue, utiliser les bons termes et avoir des règles internes aussi en entreprise. Parce que si, dans notre écosystème, les jeunes au primaire, au secondaire font les dictées avec les bons termes, les bonnes expressions idiomatiques, arrivent à l'université, puis que nous, on utilise seulement des livres en anglais, ils vont perdre. Puis le jargon aussi des domaines spécifiques, ils ne le maîtriseront pas. Puis en plus, si après ça, on arrive en entreprise et c'est complètement désuet parce que les jeunes n'utilisent pas ces termes-là. Donc, c'est tout un écosystème, des règles, des façons de fonctionner qu'on doit mettre en place pour réussir. Des façons de fonctionner, puis ça passe, Mme Castonguay le disait, par la promotion, mais aussi un encadrement réglementaire, M. Dorsonance? Mais avant de parler de réglementaire, de cadre réglementaire, je voulais juste continuer là-dessus. Je veux quand même aussi rassurer les gens sur une chose en termes de données. On a tendance peut-être à l'ignorer, mais toutes les personnes qui développent en intelligence artificielle générative le font sur ce qu'on appelle les grands modèles de langue. Et aujourd'hui, tous les grands modèles de langue sont disponibles en français et en anglais. Et ça, on a tendance à l'oublier, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini, que ce soit Falcon, que ce soit Mistral. Mistral, qui est une jeune pousse française, c'est fait à Paris, ils font des miracles, ils sont dans l'actualité. Tout le monde parle de Mistral récemment. Tous ces grands modèles de langue-là sont créés en anglais et en français à leur sortie. Alors, on est capable d'interroger en français, on est capable d'avoir des réponses en français, et après ça, c'est ce qu'on décide d'en faire. Mais la matière première, on l'a déjà. On n'a pas besoin de s'en inquiéter. C'est moins épeurant qu'on aurait tendance à le croire. Alors, ce que l'on fait, à titre d'exemple, chez Druid, c'est qu'ensuite, on va affiner le modèle. On va pouvoir, nous, dans notre cas, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise par la suite l'intelligence artificielle générative, mais on la soumet à notre intelligence artificielle symbolique et statistique par la suite. Ça permet de faire davantage et ça permet de, dans le domaine, on appelle ça les hallucinations. Parce que pour ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT, à titre d'exemple, parfois, il vous sort quelque chose de nulle part et que ça n'a aucun rapport avec rien. Ça prend à ce moment-là des clôtures pour essayer d'encadrer tout ça. Mais je tiens quand même à insister sur le fait que tous ces outils-là existent en français. Souvenez-vous que, contrairement à certains autres domaines, par exemple, je prends l'exemple de Wikipédia, où le français est quand même bien représenté, mais quand vous avez un outil aussi vastement distribué que Wikipédia et qu'il n'est pas disponible dans votre langue, le contenu appauvri va avoir un impact. C'est important de le trouver. Mais quand on parle de mathématiques, quand on parle d'informatique, le français est très, très, très bien représenté. On a tout ce qu'il faut pour travailler. Le reste, c'est une question de volonté. Oui, c'est un discours très, très positif, très rassurant aussi dans une certaine mesure. M. Blackburn, là-dessus? Bien, d'abord, hier matin, j'étais justement en conférence en train d'expliquer à des jeunes entrepreneurs, des gens qui sont dans le domaine de l'économie, de la physique,
de quelle façon l'intelligence artificielle pouvait avoir de l'influence dans leur milieu de travail pour leurs gestionnaires, mais également pour eux. Mais en même temps, on le voit, c'est une bébite qui a besoin d'être alimentée. Donc, à chaque fois qu'on fait des recherches, qu'on fait des consultations et qu'on partage des données, on alimente cette bébite qui s'améliore à une vitesse fulgurante. Alors, on doit investir dans la recherche pour alimenter cette intelligence artificielle dans la francophonie. Bien évidemment, on parle peu, mais l'international peut représenter une opportunité incroyable, entre autres pour le Québec. Quand on regarde la francophonie internationale, actuellement, dans le monde, nous sommes 321 millions de francophones, la troisième langue d'affaires parlée. D'ici une quarantaine d'années, nous serons plus d'1 milliard de francophones. 14 des richesses naturelles sont en territoire francophone. 16 du PIB mondial est dans les territoires francophones. Elle est présente sur 5 continents. Alors, comme vous le disiez, on doit s'en faire une fierté et non pas se servir des frontières du Québec comme un rempart contre l'envahisseur anglophone, mais davantage comme un tremplin pour nous permettre de rayonner à travers cette francophonie. Alors, on doit également demander à nos gouvernements de supporter, de collaborer dans la création de cette innovation, dans la recherche, dans l'investissement de la francophonie. Et ultimement, je dirais, on doit s'assurer de pouvoir avoir les bons outils de développement technologique en lien avec la francophonie. Et dans ce sens-là, celle-ci va continuer de prendre un espace extrêmement grandissant dans cet nouvel espace qui change à tous les jours. M. Trudel et M. Pazine par la suite. Oui, mes collègues panélistes en ont parlé vraiment. On revient à la base, c'est de s'assurer que la terminologie pour les domaines en émergence et les domaines clés existe, parce que si elle n'existe pas, les entreprises ne peuvent pas l'utiliser. Donc, l'Office, c'est ce qu'on fait. On suit les tendances, on observe on fait une veille terminologique pour voir les nouveaux domaines en émergence. On le fait pour l'intelligence artificielle. On le fait pour d'autres domaines aussi, technologie de l'information et des communications. Puis, évidemment, on veut que ces outils-là répondent aux besoins des entreprises, de ces domaines-là. C'est pourquoi on ne les développe pas seuls, ces vocabulaires-là. On le fait avec des gens, des entreprises privées, des organismes publics, des institutions universitaires et tout ça. On le fait pour l'intelligence artificielle, mais pour d'autres domaines aussi. Donc, c'est important que ça réponde aux besoins des entreprises, des organisations, et que les organisations en fassent la promotion aussi, évidemment. Je voulais souligner aussi le travail HEC a fait avec intelligence artificielle pour la préparation à la dictée d'aujourd'hui. Il y a un lien avec nos concepts de notre vocabulaire à l'Office d'intelligence artificielle. C'est un très bel outil, très beau site. Donc, j'en profite pour les féliciter à cet égard-là. hec.ca/PGL, si je ne m'abuse. Si vous n'avez pas consulté cet outil qui est fort intéressant, je vous invite à le faire. M. Pazine, vous vouliez rebondir également. Oui, bien, ce que M. Blackburn a dit, vous montrez à quel point c'est un avantage, qu'on doit être fier du français puis être conscient des avantages que ça donne. À HEC Montréal, comme vous le savez, on fait de la formation pour cadres et dirigeants. On en fait à Montréal, bien sûr, mais on en fait aussi à l'international. Et récemment, on a eu la chance d'avoir un contrat majeur en Afrique. Et c'était justement parce que nous étions capables d'enseigner à la fois en anglais et en français aux différents cadres et de maîtriser le langage propre au domaine. Et on rivalisait avec des superbes universités américaines et autres et françaises. Puis plusieurs sont tellement concentrés sur l'anglais qu'ils oublient qu'il y a des endroits dans le monde où ce n'est pas seulement l'anglais, mais il y a aussi d'autres langues. Et donc, on était bien heureux. Je trouve qu'on a vraiment une belle discussion sur les défis, les opportunités, les menaces auxquelles le français comme langue d'usage fait face. Mme Castonguay, vous nous avez un peu ramené à la base avec cette publicité dans Le Devoir, avec par exemple cette expression « univers de placement ». Et je trouve que ça nous ramène aussi à la beauté du français qui n'est pas seulement qu'un outil de communication, mais qui est aussi un outil d'émancipation et un outil qui nous permet de penser et de voir le monde d'une certaine façon et d'articuler aussi notre travail d'une certaine façon. Et c'est peut-être ça également qu'on doit protéger et valoriser? Bien, absolument. Surtout valoriser, parce que je pense que quand quelque chose est valorisé, c'est protégé d'une certaine façon. Quand les gens ont du plaisir, c'est pour ça qu'on met autant d'énergie ici à la Caisse dans nos activités linguistiques, dans le plaisir que les gens vont avoir, par exemple, à faire le triathlon de la langue qu'on organise depuis 4 ans, où on a différentes épreuves, ou quand, par exemple, on organise une activité de levée de fonds de cardio-vélo pour Centraide, bien, notre liste de lecture pour l'activité est entièrement en français, met de l'avant des artistes, soit québécois,
soit de la grande francophonie. Il y a quelque chose à faire pour que ça fasse partie de notre quotidien, que ça fasse partie de notre monde, puis particulièrement en finance, vous voyez. Le reste de la pub que je ne vous ai pas lu tout à l'heure, c'est on avait obtenu les droits de M. Dutey, de la chanson que tout le monde connaît, puis c'est la fin de la pub, c'était « C'est une langue belle avec des mots superbes en finance aussi ». En finance aussi. Et je pense que, comme il le disait tout à l'heure, l'OQLF fait un travail formidable de décrire puis de rendre cette langue-là belle dans toutes sortes de thèmes, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit... Puis on est très, très fiers de ça. Moi, personnellement, je suis extrêmement fière d'avoir tous ces magnifiques mots pour parler de toutes sortes de ces thèmes-là, que ce soit rédacticien, rédactienne, je pense, là, sur lequel vous avez travaillé pour la personne qui interroge un outil d'intelligence artificielle dans son travail. L'autre chose aussi, c'est tout le langage autour de la cybersécurité, qui est un thème d'actualité à tous les jours. Rançongiciel. Oui, Hein? c'est intégré dans... C'est un mot qui est utilisé. Donc, je pense qu'il faut prendre la mesure de ce travail-là. Il faut qu'on en soit fier. Il faut le promouvoir et des fois se laisser aller un peu à la poésie que ça peut avoir. Ouais. Univers de placement. Il me semble que ça suggère beaucoup plus de choses qu'une colonne de chiffres ou une liste. Monsieur Dorsenas? Parler de poésie, parce que je suis un grand admirateur des travaux de l'OQLF. C'est vraiment fantastique ce que les linguistes font. Et on n'insiste pas assez là-dessus. Si on veut se prémunir de la place que l'anglais peut prendre, c'est super important de pouvoir proposer rapidement. C'est l'usage, hein? C'est toujours l'usage qui est maître. Alors, il faut arriver avec un mot de remplacement, une réalité francophone et le faire rapidement. Et l'OQLF, avec sa veille, le fait de façon merveilleuse. Et les partenariats aussi qu'on peut faire nous permettent justement de proposer ces mots-là rapidement et de les diffuser dans la francophonie. Depuis le mois d'avril dernier, je tiens à le souligner, on a une collaboration absolument fantastique de l'Office québécois et de la langue française. Depuis avril dernier, Antidote, par ce partenariat avec l'OQLF, dont nous sommes très fiers, on a fait une petite commotion dans le milieu de la lexicographie. Normalement, un dictionnaire est supposé de décrire l'usage. Ça, c'est un dictionnaire. Ça fait que si c'est dans la langue, si c'est dans l'usage, c'est dans le dictionnaire. On a triché un petit peu, mais avec une belle marque d'usage. Maintenant, dans les dictionnaires d'Antidote, on a la marque néologisme. C'est quoi un néologisme? C'est un nouveau mot. Et ce que l'on fait, c'est qu'on met cette marque-là pour dire ce n'est pas dans l'usage, mais lorsque vous écrivez un mot et que vous prenez un mot en anglais, vous allez voir, ça va être souligné dans le correcteur, puis on vous dit, hey, on a une suggestion pour vous. La suggestion n'est pas un mot dans l'usage, mais la suggestion, c'est un néologisme. Et j'ai apporté un exemple, parce que j'adore, parce que c'est quand vous avez dit poésie. Regardez la poésie dans celui-ci, vous allez voir tous les poètes de l'Office québécois de la langue française. Et ça, c'est un exemple hyper récent. C'est dans la mise à jour gratuite du 20 février dernier. Fait que parmi les 600 nouveaux mots, on compte maintenant le mot fruganisme. Okay? Et le mot fruganisme, c'était pour empêcher qu'on utilise freeganism. Et je vous donne la définition qui provient de l'OQLF. En écologie, c'est un mode de vie prônant une participation limitée au système économique et qui contribue à réduire la surconsommation et le gaspillage alimentaire en favorisant la récupération des objets et des aliments. Alors, on a un exemple, des glaneurs urbains l'ont initié au fruganisme. Et il y a les mots de même famille, parce qu'on n'arrête pas là à l'OQLF. Alors, un adepte du fruganisme serait une personne qui est frugane. Et regardez comme c'est poétique, c'est la troncation de frugal et la troncation de vegan. Et on a quelqu'un qui est frugane. C'est pas beau, ça? Oui, frugane. On a ça ici au Québec. Un frugane qui navigue dans un univers de placement. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Quand même. Peut-être de bon rendement, qui sait. Reste que l'intelligence artificielle, de par sa nature, de par ses fonctions, en appelle à une certaine, peut en appeler à une certaine paresse intellectuelle. M. Pazine, vous êtes à HEC Montréal. Évidemment, ça vient bouleverser la façon dont nos jeunes travaillent. Je me promène dans des cégeps, je me promène dans une université, puis lorsque je demande à la classe, est-ce que vous utilisez ça, ChatGPT, c'est 100% des gens qui lèvent la main. Et je me dis, moi, quand mes jeunes vont arriver au secondaire, puis qu'on va leur demander de rédiger un poème comme travail, ils vont simplement demander à un robot de l'écrire et ils auront un poème à la hauteur de celui que Baudelaire aurait pu écrire. Donc, en ce sens-là, l'intelligence artificielle, quand même, représente de très gros défis pour le développement des compétences et le développement de la maîtrise de la langue sur les bancs d'école. En effet, mais encore là, ça dépend comment on regarde l'outil. Parce que ça peut être un outil fantastique pour apprendre.
Hein? Autant on peut avoir quelqu'un qui prend la question, regarde la réponse, ne pose pas de question, recopie. Autant quelqu'un peut être impressionné de la réponse, puis là se poser la question, est-ce que si je posais telle autre question, la réponse serait aussi intéressante? Et on a des étudiants maintenant qui posent des énigmes à ChatGPT ou qui regardent la matière et qui apprennent beaucoup grâce à cet outil-là. Parce que ChatGPT, ça peut aussi être un mentor d'une certaine façon dans les apprentissages. Parce que si vous l'utilisez, vous pouvez dire, j'ai buté sur telle question, est-ce que vous pouvez me poser des questions semblables pour que j'améliore ma capacité à résoudre ce type de problème-là? Donc, moi, je pense que comme beaucoup d'éléments, c'est un outil qui peut favoriser la paresse, mais ça peut aussi être un outil fascinant pour l'apprentissage. Puis ça dépend de comment on perçoit les choses. Puis c'est là que, comme universitaire, on doit faire notre travail correctement. Parce que les questions d'hier, ça ne vaut pas la peine de les poser. Ouais. Il faut se poser la question, quelles sont les habiletés, les capacités d'apprentissage de nos étudiants? Dans le fond, quels sont les gens qui vont travailler demain à la CDPQ et comment on va y arriver ensemble avec ces outils-là? Puis moi, je crois de plus en plus qu'il faut complètement qu'il y ait une révolution dans le type d'examen, dans le type de choses qu'on présente à nos étudiants. Et donc, moi, je vois ça plutôt comme quelque chose de fascinant que quelque chose qui va faire en sorte que nos étudiants vont être des êtres végétatifs. M. Trudel et M. Dorsenant, si vous étiez interpellés par ça. Oui, juste prendre l'exemple rapidement aussi. Il y a ChatGPT, mais aussi les outils de traduction automatique qui favorisent aussi l'apprentissage du français. Ça donne accès à des contenus techniques, scientifiques en français. Donc, ce n'est pas à négliger aussi. Je trouve que c'est un atout aussi pour l'apprentissage du français. Moi, je vois ça exactement de la même façon comme Federico. Je trouve que c'est un outil. Et si on se sert bien des outils, moi, je me souviens dans les premiers temps, quand on a lancé Antidote pour la première fois, les gens disaient les gens vont arrêter d'apprendre le français, vont moins bien écrire en français. Mais c'est pas ça. C'est comment on enseigne aux gens à s'en servir. Puis c'est l'inverse. Les gens qui utilisent fréquemment des outils d'aide à la rédaction, la qualité de leur français va s'améliorer, leurs erreurs leur sont expliquées, on devient meilleur. C'est exactement. Je suis tellement d'accord avec ce que vous avez dit, Federico, c'est la façon dont on les utilise. M. Blackburn. Si je peux ajouter, le milieu des entreprises est très préoccupé par cela. Et il y a des données qui sont extrêmement parlantes. Si on prend, par exemple, 8 emplois sur 10 d'ici 2030 n'existent même pas encore aujourd'hui. Alors, vous voyez à quelle vitesse ça évolue. Et les entreprises et les étudiants sont tous conscients d'une chose. En 2030, 9 travailleurs sur 10 devra avoir des connaissances en numératie. Alors, le milieu de l'entreprise est extrêmement préoccupé par ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au Conseil du patronat, on travaille en étroite collaboration avec le QLF parce qu'on croit que c'est important de le faire et on veut que cette francophonie ou que cette capacité que nous avons de se développer et de croître en français puisse aussi devenir des valeurs. On se demandait comment rendre ça plus intéressant pour nos jeunes. Le milieu des affaires s'y intéresse de façon très importante. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y a 2 ans, le Conseil du patronat du Québec a été membre fondateur d'une nouvelle organisation mondiale qui s'appelle l'Alliance des patronats francophones. Dans le fond, c'est le secteur privé de 30 pays à travers le monde qui ont décidé de s'unir pour faire en sorte que ce qui nous unit, c'est-à-dire notre langue, puisse devenir un vecteur de croissance économique. Et on n'aurait pas pu imaginer cela il y a quelques années à peine. Et lorsqu'on regarde à quel point ça peut devenir extrêmement intéressant pour que le milieu du privé s'y intéresse aussi en termes de potentiel de croissance. Rapidement, dans l'écosystème qu'on rejoint ensemble, c'est plus de 700 000 entreprises qui, rapidement, peuvent œuvrer dans le milieu francophone. Et si on élargit un peu les bases, on parle de 10 millions d'entreprises en lien avec la francophonie qui peuvent avoir un caractère intéressant, qui peuvent avoir un caractère de rêve, qui peuvent emmener nos jeunes à vouloir voir d'autres choses et s'inspirer de ce qu'on peut faire de bien. Et c'est dans ce sens-là que le milieu des affaires est intéressé, est partie prenante et croit que le potentiel que représente cette langue, et c'est une richesse pour nous, bien évidemment, et celle-ci peut nous ouvrir des portes, peu importe l'endroit dans le monde. Et on sait, M. Blackburn, à quel point, évidemment, l'arrivée de travailleurs issus de l'immigration sur le marché du travail au Québec, bien, ça représente des défis d'intégration pour nos organisations, tant publiques que privées, et que la francisation s'est initiée comme un des gros défis pour nos entrepreneurs. En quoi, selon vous, les outils d'intelligence artificielle peuvent servir
à ses tâches en matière d'intégration et de francisation? D'abord, comme Frédérico l'a mentionné, on doit sortir des sentiers battus. Si on pense qu'on va former les gens de la même façon qu'on l'a fait dans les 20 dernières années, on va certainement échouer cette opération. Alors, les entreprises veulent participer. Les gouvernements doivent mettre des possibilités, des points fiscaux, des programmes qui vont aider les entreprises à devenir des centres de formation pour leurs employés. Parce que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, bien évidemment, il y a beaucoup de pression qui est mise sur les employeurs, mais également sur les travailleurs. Alors, comment on peut tenir compte de cette réalité pour faire en sorte que le lieu de travail puisse également devenir un centre de formation? C'est bien évidemment qu'on permette justement d'accompagner les travailleurs dans cette formation. Et lorsqu'on regarde une petite statistique intéressante, Pierre-Olivier, parce qu'on peut penser des fois que l'immigration nous fait reculer le français au Québec. Ce n'est pas le cas. Quand on regarde l'immigration depuis 2001, 80 de celle-ci travaille en français, vit en français et élève ses enfants ou vit en famille en français. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Si, par exemple, le milieu du travail fait affaire avec davantage d'immigration sur des compétences spécifiques, qui est de l'immigration qui est temporaire, par exemple, pour venir rencontrer des objectifs à court ou à moyen terme, bien là, c'est là que l'entreprise peut devenir un centre de formation, accompagner ses travailleurs dans l'objectif de le faire. L'OQLF apporte des outils extrêmement importants et pertinents pour le milieu des affaires en termes d'accompagnement. Même l'OQLF a changé sa façon d'accompagner les entreprises où il y a une certaine période de temps, c'était davantage des gardiens de la langue française. Maintenant, on les sent davantage comme accompagnateurs pour justement aider à faire que cette langue, qu'on puisse l'améliorer, qu'on puisse la protéger, qu'on puisse la faire grandir. Comment, justement, à l'OQLF, vous entrevoyez l'utilisation de ces outils émergents pour faire la promotion de la valorisation du français en entreprise? Est-ce que c'est une réflexion qui est déjà amorcée? On l'a amorcé, mais je pense que c'est un plus, comme mes collègues l'ont dit. On apprend différemment le français. Les technologies changent et tout ça. Donc, évidemment, on suit ça de près dans notre veille terminologique à l'Office. Donc, la réflexion... Il y a un travail qui est constant et qui est évolutif. Exact. Et je pense que, Mme Castonguay, vous avez également bien illustré à quel point les organisations ont un rôle à jouer. Évidemment, on est à la Caisse de dépôt. C'est une organisation de grande taille. Néanmoins, les initiatives que vous avez soulignées ce matin, je pense qu'elles peuvent inspirer des PME, même des TPE. Les gens qui nous regardent, qui participent à l'activité, peuvent s'inspirer de ce que vous faites ici à la Caisse dans leur propre milieu de travail. Oui, tout à fait. Il s'agit de garder puis d'animer la conversation sur cette belle langue-là qu'on a la chance d'avoir. T'sais, moi, c'est mon principal outil de travail, un peu comme vous. Oui. Donc, de continuer d'animer la conversation, d'animer la vie de cette langue-là dans nos organisations. Puis on est tous des consommateurs, des consommatrices de contenu culturel. Comment est-ce qu'on peut transmettre ça? Comment est-ce qu'on peut amener cette perception-là du français, puis un peu comme M. Dormessas décrivait, là, le Fruganisme. Fruganisme, merci. Cette combinaison de frugalité puis de véganisme, il y a quelque chose de beau là-dedans. Alors, de ne pas oublier de célébrer ça. Oui. Le français, pour moi, ce n'est pas une contrainte. Ça peut être une petite joie à chaque jour dans nos métiers, dans la façon dont on interagit ensemble. C'est sûr que ce n'est pas une position classique pour quelqu'un qui est en finance, mais je pense que ça commence comme ça, parce que c'est par l'émotion qu'on va rejoindre les gens puis qu'on transmet cet amour-là de la langue qui dure dans le temps. Et je disais tout à l'heure à M. Gérin-Lajoie que je me rappelle d'avoir fait la dictée. Je me rappelle aussi de Pascal Lefrançois, très bien. C'est des moments qui m'ont marqué parce qu'ils m'ont touchée. Puis j'ai continué à utiliser le français comme principal outil de travail. Puis ça a beaucoup guidé mes choix de carrière. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va vraiment rejoindre les gens pour faire une différence. M. Trudel, je voyais vouloir rebondir. Oui, je voulais rebondir sur la notion de fierté d'avoir un milieu de travail en français. C'est tellement important, c'est tellement un beau message aussi, rassembleur. Oui, l'utilisation du français, ça a des avantages aussi pour l'externe, crédibilité, image de marque, compétitivité, attractivité, mais il ne faut tellement pas négliger aussi les effets à l'interne pour le personnel, pour le sentiment d'appartenance, la fierté. Donc, je trouve ça très inspirant, les exemples que vous donnez. La collaboration, M. Pazine, dans ce contexte-là où les technologies évoluent à vitesse grand V, la collaboration entre des institutions comme HEC Montréal, la collectivité, les organisations publiques et privées, comment vous entrevoyez ça? Vous entrevoyez des liens plus forts, une collaboration plus étroite?
Je pense qu'on n'a pas le choix. Tout à l'heure, là, j'ai parlé d'écosystème, puis l'outil qu'on a créé ensemble est un bon exemple. C'est un bon exemple. Ouais. On doit s'allier, les gens qui ont les compétences techniques, avec des gens qui vont savoir aussi faire en sorte que le jeune travailleur ou la jeune étudiante ait le goût d'utiliser. Mais parlez-nous de cet outil-là pour les gens qui ne l'auraient pas consulté, par exemple l'initiative que vous avez lancée sur le site d'HEC. Mais c'est un outil d'intelligence artificielle là, qui permet aux gens de simuler des dictées, d'apprendre de nouveaux mots, de se corriger. Et donc, c'est un environnement très ludique. Hein, c'est le but. Pour que ça fonctionne, il faut que ça soit agréable, stimulant, et je pense que c'est une belle réussite là, à cet égard. En termes de partenariat, moi, je tiens aussi à souligner le partenariat qu'on a fait avec l'Université de Montréal. On a une grande expertise avec le laboratoire de Yeshua Bianjo, le MILA, et l'ouverture dont nos universités font preuve. C'est absolument énorme. Nous, c'est en 2016, je pense, qu'on a créé le Fonds Druide pour l'analyse de texte en apprentissage profond et la collaboration qu'il y a eu entre l'Université de Montréal. Et puis, je parle peut-être pour les plus petites entreprises, on n'a pas idée des fois si on décide de s'investir dans quelque chose jusqu'à quel point on peut faire une différence. Nous, quand on est arrivé avec ce partenariat-là, on cherchait juste une façon originale de fêter les 20 ans d'Antidote. Fait qu'on s'est dit, hey, ça fonctionne, 20 ans. Fait qu'on s'est dit, on est bon pour 200 000 par année, on va faire un don d'1 million, puis on va le faire à l'Université de Montréal. Mais le million en question, c'était 20 du budget en analyse de texte. Fait que ça a l'air petit, mais il s'agit juste de vouloir, il s'agit de s'impliquer. Et l'ouverture qu'on a de nos gouvernements, de nos institutions d'enseignement est énorme. Il s'agit de sortir. Puis, je vous dirais que les jeunes chercheurs, les jeunes professeurs que nous avons aujourd'hui, c'est souvent des gens qui veulent changer le monde. Ils veulent avoir un impact. Puis d'ailleurs, dans notre plan stratégique, on parle d'impact sur la société. Les gens, bien sûr, veulent publier des articles là, que les autres vont lire, mais ils veulent aussi avoir un impact sur la population. Puis, c'est très valorisant pour eux de savoir qu'il y a des organisations qui investissent dans leurs projets. Puis, c'est une grande fierté après ça qu'on utilise ces outils-là. Donc, c'est assez fantastique à cet égard. Dans un monde, M. Blackburn, où on a l'impression qu'il n'y a plus de frontières, où on peut naviguer partout dans toutes les langues, le rôle des institutions dans la protection et la valorisation du français est important, selon vous? Il est essentiel et on doit être capable de conclure des ententes de collaboration, des ententes de participation qui vont nous permettre de faire de la recherche, qui vont nous permettre de faire de la nouvelle technologie, qui vont nous permettre d'aller plus loin. On dit souvent que seul, on va plus vite, mais ensemble, nous irons plus loin. Et on le voit bien là, dans ce contexte, de quelle façon cette collaboration mutuelle peut nous emmener encore plus loin. Et on le voit, là, on a des exemples là, concrets. Tout à l'heure, je vous ai parlé bien sûr de l'espace francophone international dans lequel il peut y avoir un potentiel de croissance. La recherche avec des partenariats, vous faites des partenariats avec les organisations d'enseignement, c'est essentiel. Les entreprises n'attendent pas d'ailleurs pour y participer. Alors, je pense qu'on doit continuer dans cette direction. Et si je peux me faire un petit clin d'œil, on parlait du dictionnaire tout à l'heure. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Mais en général, c'est le travail va amener le succès. Et moi, je nous invite vraiment à aller de cette direction parce qu'il peut y avoir vraiment de réelles opportunités. Et j'espère, Pierre-Olivier, que tu n'as pas traumatisé ton enfant ce matin par rapport à l'anxiété, parce que vraiment, à nous écouter parler, je suis certain qu'il va avoir à faire de la dictée tout au cours de sa vie. Et peut-être que ça va le traumatiser pour le reste. J'espère qu'un jour, il va payer pour faire la dictée et qu'il fera partie de la dictée la 40e édition de la dictée PGL de la francophonie. Monsieur Trudel, là-dessus? Oui, simplement, je dis que comme organisme gouvernemental, on est vraiment choyé de pouvoir compter sur des partenaires comme Antidote, aussi Conseil du patronat. Je le disais aussi en début d'intervention, l'Office ne développe pas ses outils linguistiques seuls. On veut vraiment être connecté sur les besoins du milieu, les entreprises notamment. On ratisse plus large aussi. On parlait des jeunes aussi tout à l'heure. On a des projets avec les jeunes, le milieu de l'éducation. Donc, je pense que ça concerne tous les acteurs au Québec, peu importe le domaine. Donc, on est très fiers de pouvoir compter sur ces partenariats-là. Je suis très heureux qu'on ait eu cette discussion aujourd'hui parce qu'on a tendance parfois, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, à parler de menaces, à voir le verre d'eau peut-être à moitié vide. Et aujourd'hui, de voir à quel point ça peut représenter une opportunité pour nos organisations et de voir également que la jeune génération va pouvoir se saisir de ces outils-là
pour maîtriser et valoriser la langue d'usage qu'est le français, c'est quelque chose de réconfortant, je pense, dans une certaine mesure. Madame Castonguay, je vous céderai le mot de la fin, puisque vous nous accueillez aujourd'hui dans ce magnifique espace. Peut-être justement un mot d'espoir, un mot porteur pour l'avenir par rapport à l'usage du français comme langue d'usage. Bien, je veux dire d'abord qu'on est très, très heureux de vous accueillir ici, chez nous, parce que pour nous, le français, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre ADN. Je pense que ce que j'aimerais, je regarde mes collègues ici sur le panel, je ne sais pas il y a combien d'endroits dans le monde où il y a autant d'institutions différentes qui se réunissent pour parler de leur espoir puis des occasions qu'ils voient dans leur langue. Alors, je veux juste qu'on prenne une minute pour regarder cette photo-là, puis retenir aussi qu'on a tous quelque chose à faire. On peut promouvoir nos contenus, on peut s'assurer de donner des bons outils, d'organiser des activités, de continuer d'animer cette conversation-là, de continuer de forger des partenariats qui vont nous mener ailleurs. Alors, on peut tous et toutes faire une différence. Puis je pense que c'est ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà un mot inspirant. Une bonne main d'applaudissements pour nos 5 panélistes. Ça a été vraiment un exercice fort inspirant qui va nous amener, je pense, à réfléchir à tout ça au cours des prochains jours. Maintenant, je sens évidemment de la fébrilité dans le regard des gens qui sont ici sur le parquet de la Caisse et également à la maison et sur les lieux de travail. Alors, on va pouvoir quand même respirer un peu. Je vais regarder l'heure. 11h50, ce qui veut dire que dans une dizaine de minutes, on va y aller de cette dictée PGL de la francophonie. On amorce la lecture, la première lecture à midi pile. Entre-temps, pensez à aiguiser vos crayons de plomb, vous munir d'une bonne gomme à effacer, peut-être prendre un petit verre d'eau également. Et on se retrouve dans une dizaine de minutes, tout le monde. Merci encore une fois de votre participation.
prendre place, que vous soyez ici sur le parquet de la Caisse de dépôt ou encore dans vos milieux de travail ou à la maison. Je vais vous laisser encore quelques secondes. Évidemment, je me souviens, à l'époque où j'étais sur les bancs d'école, mes professeurs surveillaient s'il y avait des cas de plagiat. Je ferai la même chose. Et on a des gardiens de sécurité ici qui escorteront les fautifs. Alors, je vous laisse quelques secondes pour peut-être inscrire votre nom complet au haut de la page. Et je vais en profiter pour vous rappeler que je suis très fier ici d'être porte-parole pour cette 3e édition de la dictée PGL de la francophonie. Mon nom est Pierre-Olivier Zappa, je suis journaliste à TVA, lecteur de nouvelles, lecteur de dictées à l'occasion et chef d'antenne au TVA Nouvelles de 22 heures. La dictée PGL de la francophonie, c'est une occasion exceptionnelle de se rassembler ensemble et de valoriser le français comme langue d'usage sur nos lieux de travail. Cette dictée, elle a déjà une histoire de succès, et on le constate très bien aujourd'hui. Elle a été rédigée cette année par Valérie Patnaud, qui est coordonnatrice, dis-je, en français des affaires à HEC Montréal. Elle a même, à quelques reprises, participé à des concours de dictée. Alors, c'est avec beaucoup d'excitation qu'elle a conçu la dictée d'aujourd'hui sur le thème, évidemment, de l'intelligence artificielle, un sujet qui l'intrigue particulièrement. Grâce à HEC Montréal, Mme Patnaud est heureuse de participer au quotidien à la mise en valeur du français et elle se réjouit de la collaboration entre HEC Montréal et la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Alors, allons-y avec le déroulement de cette dictée. D'emblée, je vais lire la dictée une première fois, en tout à 3 reprises. La première lecture, c'est une lecture rapide pour vous aider à comprendre le sens du texte. Alors, je vous suggère de ne rien écrire à l'occasion de cette première lecture. Il y aura une deuxième lecture, plus lente. Je vais répéter pour vous laisser le temps de compléter vos phrases. Et il y aura une troisième lecture, une lecture de révision, et ensuite des phrases de départage. En cas d'égalité, on a 2 phrases à rédiger qui vont servir à départager et à finalement identifier le vainqueur, le gagnant au sein de vos entreprises. Et je vous rappelle que la grande finale de la dictée PGL aura lieu à HEC Montréal le 22 mars prochain. Alors, je sens beaucoup de fébrilité. Allons-y avec une première lecture de cette dictée. Une dictée qui s'intitule « L'intelligence artificielle, IA entre parenthèses, et ses fascinantes facettes ». Le robot est aux yeux des enfants émerveillés l'alter ego idéal. Il appert que, dans ceux de leurs aïeuls, cet étrange engin devient un objet nébuleux, inaccessible, voire irréel. Les interactions personne-machine, telles que la reconnaissance vocale, provoquent à la fois excitation et malaise. Quelles que soient les réactions suscitées, quelques constats s'imposent. Les concepts de l'IA sont plus nombreux et insaisissables que nous l'avions imaginé, et leurs applications concrètes en entreprise requièrent un certain degré d'expertise. Ainsi, il importe que le gestionnaire néophyte voie les potentialités innombrables de l'IA, sans peur de se perdre dans un labyrinthe que d'aucuns pourraient qualifier d'inextricable. Quant à la professionnelle plus aguerrie, elle est désormais consciente qu'elle doit mieux appréhender les algorithmes avant que ses concurrents ne s'en emparent. Quoiqu'elle ait été déboussolée au balbutiement de l'IA, elle saisit à présent que l'apprentissage profond recourt à une pléthore de données qui en génèrent elles-mêmes d'autres de façon exponentielle. Qu'il nous a été donné ou non d'utiliser l'IA grâce à l'une des controversées interfaces génératives conversationnelles du type ChatGPT, nos décisions futures seront immanquablement affectées par l'exhaustivité des possibles. S'opposer à cette nouvelle réalité serait vain. Alors, informons-nous au sujet des réseaux de neurones artificiels inspirés du cerveau humain et plongeons dans l'environnement multi-agent à la découverte du monde passionnant de l'IA. Point final. Je sens énormément de... Alors, il y a quand même quelques pièges. C'est la beauté d'une dictée. Allons-y avec la rédaction du titre de cette dictée.
L'intelligence artificielle, on ouvre la parenthèse IA, on ferme la parenthèse, et ses fascinantes facettes. L'intelligence artificielle, IA entre parenthèses, et ses fascinantes facettes. L'intelligence artificielle, entre parenthèses, IA, et ses fascinantes facettes. Le robot est aux yeux des enfants émerveillés. Le robot est aux yeux des enfants émerveillés. Le robot est aux yeux des enfants émerveillés l'alter ego idéal. Point. L'alter ego idéal. Point. Le robot est aux yeux des enfants émerveillés l'alter ego idéal. Point. Il appert que, virgule, il appert que, virgule, dans ceux de leurs aïeuls, virgule, dans ceux de leurs aïeuls, virgule, il appert que, virgule, dans ceux de leurs aïeuls, virgule, cet étrange engin devient un objet nébuleux. Cet étrange engin devient un objet nébuleux, inaccessible, virgule, voire irréel. Point. Nébuleux, inaccessible, virgule, voire irréel. Point. Il appert que, virgule, dans ceux de leurs aïeuls, virgule, cet étrange engin devient un objet nébuleux, inaccessible, virgule, voire irréel. Point. Les interactions personne-machine, virgule, les interactions personne-machine, virgule, les interactions personne-machine, virgule, telles que la reconnaissance vocale, virgule, telle que la reconnaissance vocale, virgule, provoquent à la fois excitation et malaise. Provoquent à la fois excitation et malaise, point. Les interactions personne-machine, virgule, telles que la reconnaissance vocale, virgule, provoquent à la fois excitation et malaise, point. Quelles que soient les réactions suscitées, quelles que soient les réactions suscitées, virgule, quelles que soient les réactions suscitées, virgule, quelques constats s'imposent. 2 points. Quelles que soient les réactions suscitées, virgule, quelques constats s'imposent. 2 points. Les concepts de l'IA sont plus nombreux. Les concepts de l'IA sont plus nombreux.
sont plus nombreux et insaisissables que nous l'avions imaginé. Les concepts de l'IA sont plus nombreux et insaisissables que nous l'avions imaginé. Et leurs applications concrètes, virgule, et leurs applications concrètes, virgule, en entreprise, virgule, en entreprise, virgule, requiert un certain degré d'expertise. Requiert un certain degré d'expertise, point. Permettez-moi de relire cette phrase. Quelles que soient les réactions suscitées, virgule, quelques constats s'imposent, 2 points. Les concepts de l'IA sont plus nombreux et insaisissables que nous l'avions imaginé, et leurs applications concrètes, virgule, en entreprise, virgule, requièrent un certain degré d'expertise, point. Fin de ce premier paragraphe. Premier de 3, pour vous encourager. Deuxième paragraphe. Ainsi, virgule, il importe que le gestionnaire néophyte, ainsi, virgule, il importe que le gestionnaire néophyte ainsi, virgule, il importe que le gestionnaire néophyte voit les potentialités innombrables de l'IA. Que le gestionnaire néophyte voit les potentialités innombrables de l'IA, virgule. Il importe que le gestionnaire néophyte voit les potentialités innombrables de l'IA, virgule, sans peur de se perdre, dans un labyrinthe, sans peur de se perdre dans un labyrinthe, sans peur de se perdre dans un labyrinthe que d'aucuns pourraient qualifier d'inextricable. Que d'aucuns pourraient qualifier d'inextricable. Que d'aucuns pourraient qualifier d'inextricable. Inextricable. On relit cette phrase, point d'ailleurs. Ainsi, il importe que le gestionnaire néophyte voit les potentialités innombrables de l'IA, virgule, sans peur de se perdre dans un labyrinthe que d'aucuns pourraient qualifier d'inextricable, point. Quant à la professionnelle plus aguerrie, virgule, quant à la professionnelle plus aguerrie, virgule, elle est désormais consciente quant à la professionnelle plus aguerrie, virgule, elle est désormais consciente qu'elle doit mieux appréhender les algorithmes. Qu'elle doit mieux appréhender les algorithmes. Qu'elle doit mieux appréhender les algorithmes avant que ses concurrents ne s'en emparent, point. Avant que ses concurrents ne s'en emparent, point.
Quant à la professionnelle plus aguerrie, virgule, elle est désormais consciente qu'elle doit mieux appréhender les algorithmes avant que ses concurrents ne s'en emparent. Point. Quoiqu'elle ait été déboussolée au balbutiement de l'IA, quoiqu'elle ait été déboussolée au balbutiement de l'IA, virgule, quoiqu'elle ait été déboussolée au balbutiement de l'IA, virgule, quoiqu'elle ait été déboussolée au balbutiement de l'IA, virgule, elle saisit à présent que l'apprentissage profond, elle saisit à présent que l'apprentissage profond elle saisit à présent que l'apprentissage profond recourt à une pléthore de données, virgule, recourt à une pléthore de données, virgule. Quoiqu'elle ait été déboussolée au balbutiement de l'IA, virgule, elle saisit à présent que l'apprentissage profond recourt à une pléthore de données, virgule, qui en génère elle-même d'autres de façon exponentielle, point. Qui en génère elle-même d'autres de façon exponentielle. Point. Qui en génère elle-même d'autres de façon exponentielle. Point. Quoiqu'elle ait été déboussolée au balbutiement de l'IA, virgule, elle saisit à présent que l'apprentissage profond recourt à une pléthore de données, virgule, qui en génère elle-même d'autres de façon exponentielle. Point. Troisième et dernier paragraphe. Qu'il nous ait été donné ou non d'utiliser l'IA, qu'il nous ait été donné ou non d'utiliser l'IA, qu'il nous ait été donné ou non d'utiliser l'IA, qu'il nous ait été donné ou non d'utiliser l'IA grâce à l'une des controversées interfaces, grâce à l'une des controversées interfaces, qu'il nous ait été donné ou non d'utiliser l'IA grâce à l'une des controversées interfaces, l'une des controversées interfaces génératives conversationnelles, virgule, générative conversationnelle, virgule, générative conversationnelle, virgule, du type ChatGPT, virgule, du type ChatGPT, virgule, du type ChatGPT, virgule, nos décisions futures seront immanquablement nos décisions futures seront immanquablement nos décisions futures seront immanquablement affectées par l'exhaustivité des possibles. Point. Immanquablement affectées par l'exhaustivité des possibles. Point. Nos décisions futures seront immanquablement affectées
par l'exhaustivité des possibles, point. S'opposer à cette nouvelle réalité serait vain. Point. S'opposer à cette réalité serait vain. Pardon? S'opposer à cette nouvelle. Oui, pardon. Qu'est-ce que j'ai une absence d'esprit. S'opposer à cette nouvelle réalité serait vain. Point. S'opposer à cette nouvelle réalité serait vain. Point. Alors, virgule, informons-nous au sujet des réseaux de neurones artificiels. Alors, virgule, informons-nous au sujet des réseaux de neurones artificiels, virgule, au sujet des réseaux de neurones artificiels, virgule, pardon? Alors, virgule, informons-nous au sujet des réseaux de neurones artificiels, virgule. Alors, virgule, informons-nous au sujet des réseaux de neurones artificiels, virgule, inspirés du cerveau humain, virgule. Alors, virgule, informons-nous au sujet des réseaux de neurones artificiels, virgule, inspirés du cerveau humain, virgule. Inspirés du cerveau humain, virgule. Et plongeons dans l'environnement multi-agent et plongeons dans l'environnement multi-agent alors, virgule, informons-nous au sujet des réseaux de neurones artificiels, virgule, inspirés du cerveau humain, virgule, et plongeons dans l'environnement multi-agent, virgule, à la découverte du monde passionnant de l'IA, point final. À la découverte du monde passionnant de l'IA, point final. Et plongeons dans l'environnement multi-agent, virgule, à la découverte du monde passionnant de l'IA, point final. À la découverte du monde passionnant de l'IA, point final. Ça a bien été? Alors, permettez-moi une troisième lecture, qui sera une lecture de révision qui vous permettra de voir si tout y est. Et ensuite, il y aura 2 phrases de départage en cas d'égalité avec vos collègues. Alors, allons-y avec cette troisième lecture. Le titre de la dictée, je vous le rappelle, « L'intelligence artificielle », on ouvre la parenthèse « IA », on ferme la parenthèse, et ses fascinantes facettes. Le robot est aux yeux des enfants émerveillés l'alter ego idéal, point. Il appert que, virgule, dans ceux de leurs aïeuls, virgule, cet étrange engin devient un objet nébuleux, inaccessible, virgule, voire irréel, point. Les interactions personne-machine, virgule, telles que la reconnaissance vocale, virgule, provoquent à la fois excitation et malaise, point. Quelles que soient les réactions suscitées, virgule, quelques constats s'imposent. 2 points. Les concepts de l'IA sont plus nombreux et insaisissables que nous l'avions imaginé, et leurs applications concrètes, virgule, en entreprise, virgule, requièrent un certain degré d'expertise, point. 2e paragraphe.
Ainsi, virgule, il importe que le gestionnaire néophyte voit les potentialités innombrables de l'IA, virgule, sans peur de se perdre dans un labyrinthe que d'aucuns pourraient qualifier d'inextricable, point. Quant à la professionnelle plus aguerrie, virgule, elle est désormais consciente qu'elle doit mieux appréhender les algorithmes avant que ses concurrents ne s'en emparent, point. Quoiqu'elle ait été déboussolée au balbutiement de l'IA, virgule, elle saisit à présent que l'apprentissage profond recourt à une pléthore de données, virgule, qui en génère elle-même d'autres de façon exponentielle, point. Qu'il nous ait été donné ou non d'utiliser l'IA grâce à l'une des controversées interfaces génératives conversationnelles, virgule, du type ChatGPT, virgule, nos décisions futures seront immanquablement affectées par l'exhaustivité des possibles, point. S'opposer à cette nouvelle réalité serait vain, point. Alors, virgule, informons-nous au sujet des réseaux de neurones artificiels, virgule, inspirés du cerveau humain, virgule, et plongeons dans l'environnement multi-agent, virgule, à la découverte du monde passionnant de l'IA, point final. Alors, allons-y maintenant avec les phrases de départage. Il nous reste environ 6 minutes. Les phrases de départage seront lues à 2 reprises et ces phrases vont servir à briser l'égalité s'il y en a une. Elles sont donc très, très difficiles. Alors, allons-y avec la première. Et simplement, à titre de précision réglementaire, c'est la personne qui va le plus loin dans la phrase sans faire de faute qui l'emporte en cas de départage. Première phrase. Je vais la lire une première fois et en lecture rapide et ensuite en lecture plus lente. Dans l'arrière-boutique de cette modiste, virgule, on a dégoté quelques bibis et des bitos colorés, d'authentiques fez marocains de forme tronconique, ainsi que de splendides hauts de forme et de vieillots couvre-chefs tromblons. Allons-y à votre rythme. Dans l'arrière-boutique de cette modiste, virgule, dans l'arrière-boutique de cette modiste, virgule, on a dégoté quelques bibis. Dans l'arrière-boutique de cette modiste, virgule, on a dégoté quelques bibis et des bitos colorés, virgule. Et des bitos colorés, virgule. D'authentiques fez marocains, d'authentiques fez marocains, de forme tronconique, d'authentiques fez marocains de forme tronconique, ainsi que de splendides hauts de forme, ainsi que de splendides hauts de forme, d'authentiques fez marocains de forme tronconique, ainsi que de splendides hauts de forme, et de vieillots couvre-chefs tromblons. Point. Et de vieillots couvre-chefs tromblons. Point. Ainsi que de splendides hauts de forme et de vieillots couvre-chefs tromblons. Point. Je vais quand même vous la relire. Dans l'arrière-boutique de cette modiste, virgule, on a dégoté quelques bibis et des bitos colorés, virgule, d'authentiques fez marocains de forme tronconique, ainsi que de splendides hauts de forme et de vieillots couvre-chefs tromblons. Point. Et la deuxième phrase de départage, je vous la lis une première fois rapidement. Pour se reproduire, le bolet de pain doit laisser s'échapper les innombrables spores contenus dans les pores situés sous son chapeau. Quel sport? Pour se reproduire, virgule. Pour se reproduire, virgule. Le bolet de pain,
Pour se reproduire, virgule, le bolet de pain doit laisser s'échapper les innombrables, doit laisser s'échapper les innombrables. Le bolet de pain doit laisser s'échapper les innombrables spores contenus dans les pores, les innombrables spores contenus dans les pores situés sous son chapeau. Le bolet de pain doit laisser s'échapper les innombrables spores contenus dans les pores situés sous son chapeau. 2 points. Pardon, point virgule. Point virgule. Alors, dans les pores situés sous son chapeau, point virgule. Quel sport? Point d'exclamation. Les innombrables spores contenus dans les pores situés sous son chapeau, point virgule. Quel sport? Point d'exclamation. Je relis rapidement cette deuxième phrase de départage. Pour se reproduire, virgule, le bolet de pain doit laisser s'échapper les innombrables spores contenus dans les pores situés sous son chapeau, point virgule, quel sport? Point d'exclamation. Est-ce que certains participants à cette dictée aimeraient avoir 1-2 minutes pour effectuer une révision peut-être de votre côté? Absolument. Cela vous est accordé. Alors, dans quelques instants, on amorcera la correction sous la supervision d'une firme et, entre-temps, on vous laisse corriger le tout. Alors, on vous laisse un dernier 30 secondes. « 15 secondes. Alors, on dépose les crayons. Bravo à tous, vous avez droit à une bonne main d'applaudissements. Je dois vous confier que je préfère lire la dictée que me prêter à l'exercice cette année. Cela dit, c'est un moment qui est toujours apprécié, c'est le moment de la correction. Ce que je vous propose, que ce soit au travail ou encore ici sur le parquet, c'est d'échanger avec votre voisin ou votre voisine votre dictée pour la correction. Peut-être de lui dire combien de fautes vous pensez avoir fait.
C'est ce qu'on va voir ensuite avec la correction du corrigé antidote. Si vous n'avez pas le temps de corriger votre copie au complet, vous pourrez prendre ce temps à la fin de la présentation parce que je vais inviter Maude Pironneau, qui est directrice du développement linguistique chez Druide Informatique, à venir vous dévoiler quelques pièges de la langue française. Maude, à vous la parole, merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons voir ensemble, découvrir le corrigé et les pièges de cette dictée. Donc, voici un texte, et quoi de mieux que d'utiliser une intelligence artificielle pour m'aider dans cette correction. Donc, je vais tout de suite lancer mon antidote sur le texte de la dictée. Donc, ici, je me trouve dans l'espace du correcteur, et ici, vous trouvez à droite le texte. Donc, l'intelligence artificielle, IA, et ses fascinantes facettes. IA, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont hésité un point ou pas de point. Je vais tout de suite ouvrir mon antidote pour voir que la variante existe et que les deux graphies sont acceptées. Je continue, ces fascinantes facettes. Donc, le robot est aux yeux des enfants émerveillés, l'alter ego. Ici, antidote me souligne alter ego, l'accent. Ce mot semble mal accentué. Je peux les vérifier également dans les dictionnaires et je vois que alter ego, effectivement, n'a pas d'accent. Et j'apprends même ici que désalter ego n'a pas d'S. Et vous trouvez encore plein d'autres informations dans les 10 dictionnaires qui se trouvent ici. Je double-clique et la correction est appliquée dans mon texte. Alors, idéal. Il appert que, dans ceux de leurs aïeuls, ne pas oublier le tréma, cet étrange engin devient un objet nébuleux, inaccessible, un N2C2S, voire irréel. Voir, ici, mon antidote me dit ne pas confondre voir le verbe et voir la conjonction signifiant et même. D'un clic, je veux en savoir plus, j'ouvre les guides et je vais voir avec les exemples que, effectivement, antidote a raison et voir s'écrivait avec un E. Voir irréel. Les interactions personne-machine. Ici, personne-machine, donc en apposition d'interaction, peut être acceptée également au pluriel. Donc personne S, machine S. Donc les interactions personne-machine, telles que la reconnaissance vocale, telle. Avec quoi on l'accorde, ce tel? Donc, antidote me dit, tel, ici, réfère à interaction, et il me confirme même que ce n'est pas avec reconnaissance, ici, qu'on l'accorde. Donc, je double-clique. Ici encore, j'ai accès directement à un article de guide qui pourra me donner davantage de contexte. Donc, des interactions personne-machine telles que la reconnaissance vocale, 2N2S, provoquent à la fois excitation et malaise. Excitation, de l'excitation, singulier. Malaise, alors des malaises serait plus fluide, mais on a accepté dans la correction malaise sans S. Quelles que soient les réactions suscitées, quelques constats s'imposent. Les concepts de l'IA sont plus nombreux et insaisissables que nous l'avions imaginé. Un petit piège de l'accord du participe passé. Donc ici, Antidote m'explique dans ce contexte comment ça se passe. L'employé avec, imaginez, participe passé employé avec avoir, ici, s'accorde avec son COD, L', placé devant. Donc ici encore, je peux aller le vérifier dans les conjugaisons où je vais avoir la possibilité de rajouter un COD et de vérifier toutes les conjugaisons. Et sachez aussi, petit fait cocasse, que si vous aviez eu la fantaisie de mettre un Y à imaginer, vous auriez eu raison au XVe siècle. Mais revenons à maintenant. On garde notre I. Donc imaginez et.
et leur application concrète en entreprise requiert un certain degré d'expertise. Je continue. Ainsi, il importe que le gestionnaire néophyte, PHY, voit ici, Antidote me dit, en complément du verbe importer, le verbe voir se conjugue au subjonctif. Ici, c'est une difficulté parce qu'on n'entend pas, mais je peux aller vérifier dans mon Antidote que sous importer, j'ai ici la structure « il importe que », il est important que, et on a un exemple « il importe que vous fassiez vos preuves ». Fassiez, je double-clique et je vois que c'est bien du subjonctif. C'est le subjonctif que je veux ici, voit avec un « e ». Les gestionnaires néophytes voient les potentialités innombrables de zen, de l'IA, sans peur de se perdre dans un labyrinthe, en premier le Y, en second le I, que d'aucuns pourraient qualifier d'inextricable. D'aucuns, qui est un mot très intéressant, puisque on l'écrit toujours au pluriel, et en même temps, il a le sens de quelques-uns. Donc, si cette particularité du français vous intéresse, on peut aller voir dans un point de langue, donc des points de langue qui paraissent sur le blog de Druide tous les 2 mois, où on vous explique que aucun, en fait, à la base, signifiait quelqu'un. Et de la même façon que personne signifie encore maintenant quelqu'un, sauf que aucun et personne, étant très souvent utilisés dans un contexte négatif, ont pris le sens négatif. Donc d'aucun, lui, est resté positif, mais aucun est passé négatif. Donc vous avez tous les détails dans le point de langue ici. Et on apprend aussi dans les précisions que d'aucun est toujours pluriel et le féminin est d'aucune. Donc d'aucun pourrait qualifier d'inextricable. Quant à la professionnelle plus aguerrie, elle est désormais consciente qu'elle doit mieux appréhender, avec un H, des algorithmes. Algorithmes avec un I et TH. Et là aussi, il y a une petite particularité orthographique qui est intéressante avec ce mot. C'est que quand on regarde l'historique, on voit qu'à la base, c'était plutôt algorithme qui est devenu algorithme, un TH qui a été ajouté. Et ce mot vient de l'arabe. Et un scribe, malheureusement, s'est trompé, a pensé que ça venait du grec et a rajouté un TH en pensant justement que... donc, mauvaise interprétation de l'historique. Et donc, on peut voir avec arithmétique un cas similaire. Donc, tout ça est également expliqué dans l'historique d'Antidote. Donc, algorithme, I-T-H-M-E-S, avant que ses concurrents ne s'en emparent. Quoique, ici en un mot, qu'elle ait été déboussolée au balbutiement de l'IA, elle saisit à présent que l'apprentissage profond recourt à une pléthore de données. Ici, pléthore, TH, et dans la vie courante, si jamais on ne sait pas trop comment l'écrire, on peut toujours aller chercher myriade, profusion, multiplicité, surabondance, plein de synonymes plus simples. Donc, recours à une pléthore de données qui en génère elle-même d'autres de façon exponentielle. Qu'il nous ait été donné ou non d'utiliser l'IA grâce à l'une des controversées interfaces génératives conversationnelles du type ChatGPT, nos décisions futures seront immanquablement, 2M, affectées, 2F, par l'exhaustivité, 1H, des possibles. La prochaine phrase, je vais m'y arrêter un petit peu. S'opposer à cette nouvelle réalité serait vain. C'est bien vain ici, et serait doit être au singulier, puisque le sujet est une proposition, la phrase, donc le segment, s'opposer à cette nouvelle réalité. Donc, au corrige pour le singulier. Et donc, vain. Alors, informons-nous au sujet des réseaux de neurones artificiels. Si jamais neurones artificiels, vous avez envie
de fouiller sur tous les types de neurones, réseaux de neurones profonds, réseaux de neurones récurrents, réseaux de neurones à convolution. Vous avez le choix dans l'élocution. Donc, neurones artificiels inspirés du cerveau humain et plongeons dans l'environnement multi-agent. Alors, multi-agent n'a pas de trait d'union. Je corrige, c'est un terme qui est spécifique à l'informatique et à l'intelligence artificielle. Et on peut voir, par exemple, en cherchant toutes les définitions d'antidotes qui contiennent le mot multi-agent, que son sigle sera le sigle système multi-agent SMA, où on parle d'intelligence artificielle distribuée avec un système multi-agent. Donc, et plongeons dans l'environnement multi-agent à la découverte du monde passionnant de l'IA. Donc, vous retrouverez la correction de cette dictée dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec demain, samedi 2 mars. Et vous retrouverez également le corrigé sur le site de la Fondation et le Facebook de la Fondation Pierre Pardon, oui? Pardon? Recours. Où se trouve-t-il? Avant-dernier paragraphe. Que l'apprentissage profond, elle saisit à présent que l'apprentissage profond recourt. Je ne comprends pas pourquoi ce serait du subjonctif, puisqu'elle le comprend. Elle saisit que cela est. Elle saisit à présent que l'apprentissage profond correspond à une pléthore de données. C'est de l'indicatif. Alors, je vous remercie. Je vous laisse la suite. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un sans faute? Pas encore. Écoutez, avant de conclure la première étape de cette dictée PGL de la francophonie, j'inviterai François Gérin-Lajoie, président du conseil de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, à s'adresser à vous. Tout le monde a l'air en forme, tout le monde a l'air en santé. T'en restes avec moi, Pierre-Olivier. Oui. Je vais d'abord te remercier et te décorer, ou décorer Florent. Avec de l'épinglette de la Fondation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un champion de dictée. Je vais lui offrir, ce sera source de motivation et d'inspiration. Merci, François. Pas de quoi. Écoutez, on part, encore une fois, j'ai le goût de revenir un petit peu en arrière. Imaginez-vous avec, évidemment, avec les plaidoiries qu'on a entendues de nos panélistes tout à l'heure, c'est exceptionnel le chemin parcouru avec la langue française depuis les débuts de la dictée PGL au niveau des écoles. Mais quand même, je veux juste vous souligner que déjà à l'époque, on était très avant-gardistes et que dès la deuxième année, imaginez-vous, que la dictée PGL pouvait se faire sur VideoWay avec manette. Alors, je ne suis pas surpris que 33 ans plus tard, on soit ici en train de parler d'intelligence artificielle. Alors, le mot de clôture. Comme le rappelait justement Pierre-Olivier, dans son billet du 21 février paru dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, « À quoi bon apprendre à écrire? Après tout, l'intelligence artificielle ne fait aucune erreur d'orthographe. Eh bien, je crois disposer d'une certitude en vous voyant si nombreux et nombreuses à relever le défi ce matin et en ligne, ici également, car vous êtes près de 2000 à relever ce défi. Il nous faut s'exprimer dans tous les milieux de vie, en entreprise comme en philanthropie, on en a parlé tout à l'heure, par une langue commune empreinte de liberté, d'idées et de savoir. Alors, soyons à l'écoute du français et laissons-le vivre en nous comme un souffle de vie et d'humanité. Puis vous aurez compris qu'à la Fondation Paul Gérin-Lajoie, la langue française, c'est aussi un vecteur par excellence de développement humain. Il me reste qu'à remercier les partenaires présentateurs aujourd'hui, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, HEC Montréal, Québecor, le ministère de la langue française, les autres grands partenaires, l'Office québécois de la langue française,
le Conseil du patronat du Québec, Druide Informatique, le Centre de la francophonie des Amériques, et un merci particulier aux entreprises et institutions suivantes, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, apparemment ils étaient 250 à faire la dictée aujourd'hui, sinon plus, le gouvernement de l'Ontario, le CN, Industrielle Alliance, l'Université d'Ottawa, Concordia, la Ville de Montréal, Air Canada, Medicom, Le Devoir et bien d'autres. Donc, je vous donne maintenant rendez-vous aux finalistes des différentes entreprises participantes à l'amphithéâtre du pavillon Hélène Desmarais des HEC le 22 mars prochain pour célébrer la Journée québécoise de la francophonie canadienne et connaître le lauréat de l'édition 2023-2024 de la dictée PGL de la francophonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Alors, merci tout le monde. Félicitations de vous être prêtés à l'exercice. Et encore une fois, j'aimerais vous rappeler que les dons, que la générosité de vos organisations permettent de financer des outils pédagogiques et des projets porteurs dans des écoles qui sont situées dans des milieux défavorisés. C'est notamment, et entre autres, la mission de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Alors, j'ai bien hâte de connaître l'identité des finalistes qui seront parmi nous le 22 mars prochain à HEC Montréal. Entre-temps, je vous suggère peut-être une petite révision, encore une fois, sur le site de HEC, à hec.ca/PGL. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et une bonne semaine de relâche à ceux qui auront l'occasion d'en profiter. Merci beaucoup.